30. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal du mardi 21 avril 2026 en vous remerciant de votre présence, en saluant les personnes présentes dans la salle et les personnes qui nous regarderont ensuite sur notre chaîne YouTube, en vous rappelant que cette séance est publique et qu'elle est diffusée ensuite sur notre chaîne YouTube, en général le lendemain, mais comme en ce moment la technologie est avec nous, sur cette partie-là en tout cas, eh bien on les diffuse relativement peu de temps après le conseil. Secrétaire de séance. Est-ce que Patricia est d'accord? Est-ce que Patricia a son cahier? Voilà, donc Patricia. Elle te soulamise. Donc on va attendre que le cahier arrive. Berthe a cherché le cahier qui est oublié. Vous permettrez pendant ce temps-là de faire l'appel. Joël Gulon présent, Gilles Amptose, Maréline Jouve, Présent. Joris Belton, Présent. Sophie Ayoub, Présent. Didier Rajon, Présent. Yvette Segla, Bernard Amptose, Présent. Daniel Baird, Présent. Monique Lefebvre, Jacques Malfroy-Camille, Présent. Claude Boulu, Présent. Denis Gaveau, Présent. Yves Bonneton, excusé, représenté par Joël Gulon, Martine Vernet, Présent. Marco Bazan, excusé, représenté par Daniel Baird, Geneviève Alix, Présent. Patricia Canova, Présent. Sébastien Mettet, Présent. Patricia Vacheron, Présent. Marie-Arnaud Jouffret, Présent. Maureen Barroso de Neva, Présent. Manon Joubert-Boita, Francis Correa, Présent. Christophe Vignon, Présent. Julie Mania, Présente. Camille Bergdolfalac. Présente. Nous avons le quorum. Nous pouvons délibérer. Je fais partir la feuille de présence. Dans les informations, avant de commencer ce conseil municipal, Didier Rambaud, sénateur, nous a sollicité pour savoir si vous étiez d'accord pour qu'on lui transmette ou pas votre adresse mail pour qu'il puisse vous envoyer des informations. Donc on va vous faire passer une feuille dans laquelle vous dites « je souhaite »,« je ne souhaite pas ». Voilà, pourquoi c'est pas mon nom? Ah voilà, pardon. Deuxième chose sur laquelle je souhaite vous faire une annonce. J'ai reçu, vous me permettrez, Madame Mania, de la dater d'aujourd'hui, parce que vous me la remettez en main propre, même si elle est datée du 12. J'ai reçu une information comme quoi il y avait la constitution du groupe politique La Côte-Saint-André pour toutes et tous au sein du conseil municipal, qui sera constitué de Julie Mania, Francis Correa, Camille Bergdolfalac et Christophe Vignon, et Madame Mania Julie présidera le groupe politique La Côte-Saint-André pour toutes et tous. C'est daté du 12 et je viens de l'avoir en main propre, donc nous la daterons de ce jour. Et pour terminer ces points, avant de démarrer l'ordre du jour du conseil municipal, présenter à Martine Vernet nos sincères condoléances pour le décès de son papa François Perrier, que beaucoup ont connu et apprécié, et présenter également nos sincères condoléances à Joris pour le décès de son grand-père Henri Belton. Je vous propose, sans plus tarder, d'ouvrir ce conseil municipal par le point numéro 1, qui est l'approbation du conseil municipal, du procès-verbal du conseil municipal du 31 mars. Simplement en vous disant que vous aviez le compte-rendu, simplement pages 4 et 5. Il y a une inversion dans les titres de la commission 3, Relations citoyennes, prévention, solidarité, bien vieillir, qui en fait est culture et animation de la ville. Et sur la commission 5, ça devient Relations citoyennes, prévention, solidarité et bien vieillir. Il y a eu un copier-coller qui ne s'est pas fait correctement. En dehors de cette remarque que nous ajouterons pour que le document définitif soit opérationnel et
acté. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte-rendu ou intervention? Pas de rapport, pas d'intervention, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Le compte-rendu du Conseil municipal du 31 mars est approuvé à l'unanimité. Point numéro 2, convention de servitude avec Enedis pour une ligne souterraine route de la gare. Je donne la parole à Didier Rajon pour sa première intervention. Merci, Monsieur le maire. Donc, Enedis souhaite modifier le réseau électrique pour desservir la parcelle ZI 107, propriété de M. Prima Frédéric. Il est porté à la connaissance du conseil municipal la convention de servitude Enedis en annexe. Alors, pour résumer, dans le cadre de l'amélioration de la qualité de dessert et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, les travaux envisagés par Enedis doivent emprunter la parcelle ZN 39, route de la gare. Dans cette parcelle appartient à la commune de la Côte. Les travaux projetés sont relatifs à la pose d'une ligne haute tension souterraine de 50 mètres de long, moyennant une compensation budgétaire de 100 €. Cette convention prévoit une régularisation par acte notarié en vue de sa publication au bureau des hypothèques. Les informations relatives aux notaires retenus seront transmises ultérieurement. Alors cette parcelle, en fait, elle se situe le long de la route de la gare. C'est une parcelle qui fait à peu près 4 mètres de large et 1 km de long sur le côté ouest de la route de la gare. Et juste pour vous donner une idée, les travaux se situent en plein milieu de la parcelle, qui est à environ 1,5 km au nord de l'intersection, du croisement du rival. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'autorisation de Monsieur le maire à signer la convention de servitude de Enedis. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Francis Correa. Oui, il est prévu la dépose et repose de poteaux aériens, basse tension. Est-ce que c'est lié à l'ouvrage objet de la servitude ou bien? J'ai pas compris votre question. Est-ce que c'est lié à la modification ou à l'implantation de l'ouvrage objet de la servitude ou bien? Ce n'est pas mentionné dans la Moi, je comprends pas la question. convention. Je veux pas vous. J'ai pas compris la question. Le ou bien, ça veut dire quoi? Si c'était une autre éventualité, est-ce que c'est lié à l'implantation du câble ou pas? La suppression des poteaux? Enfin, c'est pas la suppression, ils disent sur le plan qui est joint à la délibération, pose et dépose. Déposer, Ou repose. plutôt dépose et repose. Pose du câble et dépose des poteaux. Le câble ne passe pas par les poteaux. Pas les il faut une tranchée. Mais le câble, il en faut une tranchée. Oui, enfin, ça me paraît évident. Ils vont mettre le câble, donc ils enlèvent les poteaux, ils mettent le câble et ils enterrent. Après, ils vont certainement remettre des poteaux parce qu'il y a toujours des endroits où ils remontent en aérien, ils ne sont pas 100% en intérêt parce qu'ils se connectent à certains endroits, sauf s'ils vont au transfo. Téléphone. Puis il y a le téléphone derrière, ouais, c'est ça. Oui, il y a le fil qui se promène tout le long. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, on ne sait pas pourquoi en fait, ces deux poteaux sont modifiés. Dans la description, Parce que je pense que la tranchée est en dessous, donc ils les enlèvent, ils font leur tranchée, puis ils la remettent à côté parce qu'ils doivent les déplacer, sinon s'ils sont au même endroit que la tranchée, ça passe pas, quoi. Si c'est que pour le téléphone, on met des plus petits poteaux. J'avoue, je suis pas allé à ce niveau-là de détail, mais on les interrogera de pourquoi ils les enlèvent et ils les remettent. ah oui. Oui, M. Correa. Et quelle est la date prévue pour ces travaux? Ouh, alors ça. Joker. Non pas que je ne veux pas vous le dire, mais c'est qu'avec les prestataires, parce qu'Enedis sous-traite,
avec les prestataires d'Enedis, je ne peux rien vous dire. Je vais vous prendre un exemple. Là. Nous avons des difficultés dans le centre-ville sur des câbles défectueux. La discussion a lieu avec Enedis depuis novembre. Et il devra arriver en mai pour un câble qui est défectueux, qui va nous engager des travaux importants sur le centre-ville. Et on veut discuter avec eux des conditions de blocage de route, etc. C'est urgent depuis novembre et on est toujours en discussion. Donc, je ne peux pas vous dire formellement, ils vont arriver à telle date. Quoi. Voilà. Je sais qu'ils ont attaqué à une partie sur la partie privée, mais le reste, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend de leur prestataire. D'autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, délibération régissant le régime des primes et actualisation du régime indemnitaire qu'on appelle le RIFSEP. Donc nous aurons la délibération 3 qui sera pour les agents de la commune. Nous aurons la délibération 4 qui sont pour les agents spécifiquement de la police municipale. Et nous aurons la 5 qui sera spécifique pour l'école de musique. Mais je vais peut-être vous faire d'abord une présentation globale des 3 délibérations pour que vous puissiez comprendre et savoir de quoi on parle. Depuis longtemps, pas mal de communes attribuaient des primes et même avant 84, il y avait des primes qui s'appelaient fin d'année, 13e mois, prime de Noël, et nous en avions, à l'époque, nos prédécesseurs en avaient en tout cas instauré une à la Côte-Saint-André. Et pour même vous refaire un peu le contexte global, c'était une somme qui était versée à l'amicale du personnel, et c'est l'amicale du personnel qui versait la prime. Et puis, il a été demandé à un moment de régulariser parce qu'on considère que c'est un avantage en nature, et l'État a demandé en fait à ce que ce soit la ville qui verse directement, d'où la délibération qui a eu lieu en 97, 84 et ensuite 97 pour dire c'est la ville maintenant qui instaure la prime. Voilà. Au moins, comme ça, on paye les cotisations là-dessus. Et puis, ces primes qui sont là depuis un certain moment, l'État voulait harmoniser les choses et a créé le RIFSEP, le régime indemnitaire forfaitaire, dans lequel, au moins, c'est quelque chose qui s'instaure de manière cohérente au niveau national pour que tout le monde puisse y reconnaître dans la même manière d'agir et qu'il n'y ait pas des primes qui soient accordées parce que vous avez le forfait de base, le traitement brut indiciaire calculé selon l'indice de l'agent et la valeur du point, et ensuite tout un tas de primes. En tout cas, ça a été régularisé, ça a été mis en place. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur également les polices municipales, parce que chacun y allait sa prime, et ça allait compliquer. Donc là, la police municipale, c'est même, on le verra tout à l'heure, encore plus strict, parce que c'est encadré avec des plafonds au niveau national. En tout cas, ça a été mis en place. Et comme nous, elle était un peu ancienne, notre délibération, il y avait une tolérance de la part des services de l'État, de la préfecture et de la DDFIP, la direction des finances publiques, pour accepter ce qui était en place parce que ça faisait partie des acquis, quoi. Voilà. Mais le centre de gestion 38 a soulevé une question avec sa prime à lui, et il s'est retrouvé dans l'impossibilité de la verser puisque il a eu un contrôle et de la préfecture et de la DDFIP qui a dit que c'était pas possible. Donc, le centre de gestion a alerté toutes les communes pour leur faites attention si vous avez des primes. Ça a fini de réveiller tous les services d'État pour vérifier les primes et ils nous ont demandé de régulariser les choses. Alors, comme on était parmi les anciens, on n'a pas été coincés jusqu'à maintenant, puisque certaines structures, qu'elles soient communes ou intercommunalités, ont dû, elles, délibérer avant la fin de l'année en urgence. Ça avait fait la une des journaux à ce moment-là. Nous, en tout cas, on avait un peu de temps, donc ce soir, il vous est proposé de remettre ceci en application. Donc, ça veut dire que dans la délibération qui vous est proposé actuellement là et dans les autres aussi, vous verrez qu'on fait au départ référence à la délibération du 5 juin 97 et puis
en 2010 parce qu'on l'avait revalorisé. Et puis vous verrez que dans les articles 1, on dit que justement ces délibérations sont abrogées et que la délibération qu'on avait prise le 26 décembre 2024 relative au régime indemnitaire, eh bien elle est également abrogée puisque là on reprend la totalité. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une modification sur le régime indemnitaire, on annule et remplace pour qu'en fait il y ait un seul document de référence et qu'on n'aille pas faire référence en partie à une ancienne délibération et en partie à une nouvelle. Voilà pourquoi on abroge tout ça. Vous dire que dans la délibération sur la page 3, on vous dit que elle était, cette prime est d'un montant de 1 820 € brut. Alors on a mis ce montant forfaitaire parce que la délibération à l'époque était sur un montant net. Et en fait, on recalculait le brut. Et comme le brut, il n'est pas le même à partir d'un même net pour tout le monde selon qu'il est titulaire à la CNRACL, qu'il est en régime général à l'IRCANTEC, selon s'il est à temps partiel ou pas, c'était difficile de calculer un brut. Donc là, on a proposé de remonter sur le plus haut brut, qui fait que tout le monde aura 1 820 € brut. Et vous verrez que, bien entendu, il est précisé qu'elle est proratisée en fonction de la quantité de travail détenue par les agents. Et de la même manière, eh bien, cette prime sera versée par 1/3 au mois de juin, 2/3 au mois de novembre. On respecte ce qui était déjà en place, c'est-à-dire qu'on en verse une partie en juin et les 2 autres tiers sont versés au mois de novembre pour que les gens les aient pour Noël. Et c'est pour ça qu'elle est versée en novembre et non pas en décembre. Voilà pourquoi on retouche. Et dans les délibérations, nous avons sur les montants des régimes indemnitaires par catégorie, dans lequel vous avez les tableaux, on va vous faire voir l'article 4 par exemple sur cette délibération, eh bien on a intégré là-dedans les 1 820 €, et pour des questions de commodité, on a arrondi les chiffres. Pourquoi ? Parce que ces montants-là sont des montants plafonds qui nous permettent de pouvoir aller jusqu'à. Mais ça ne veut pas dire qu'on va jusqu'à. Et d'ailleurs, c'est bien, parce que l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que dans cette mise à jour qu'on est en train de faire, cette mise en conformité avec ce qui nous est demandé, eh bien, personne ne va y perdre dans notre collectivité, parce que personne n'était au plafond. Personne n'était au maximum. Il y a des communes qui avaient accordé les maximums, et qui, pour le coup, ne peuvent pas l'intégrer dans leur montant annuel, parce que derrière, ils étaient déjà au taquet. Donc nous, on n'a pas ce souci. Ça sera notamment vrai sur la police municipale. Donc en tout cas, on ne coince personne sur cette partie-là. Donc, c'est la même délibération que 2024. On change ces montants-là pour intégrer cette prime. Vous dire que notre objectif, c'était de maintenir cet avantage et de se conformer à la réglementation, d'une part, d'autre part, d'en sécuriser le versement. Et il me reste à vous dire que il a été noté, il sera noté dans la note des agents, et ça a eu une discussion qui a eu lieu avec le personnel et notamment CST, que cette partie spécifique d'IFSE qu'on appelle complément ne donnera pas droit à demande de revalorisation. C'est-à-dire que l'IFSE, il est propre à chaque agent. Et chaque année, quand on fait l'évaluation de l'agent, il peut demander à ce qu'on réévalue son régime indemnitaire. Cette partie-là, complément, on a acté qu'elle ne sera pas renégociable agent par agent pour garder l'esprit que le régime indemnitaire soit, concernant cette prime de fin d'année, le même pour tout le monde, qui était l'esprit au départ. C'est-à-dire que le montant, il avait été accordé à tout le monde pareil, qu'on soit cadre ou qu'on soit agent d'exécution. Voilà pourquoi je tenais à le dire. L'esprit, c'est que tout le monde ait la même prime en termes de montant. Ce qu'il faut retenir, et ensuite je peux ouvrir le débat, c'est qu'aucun agent ne perd de l'argent. Au contraire, quelques-uns vont gagner quelques dizaines d'euros, puisque on part d'un net, mais non, on monte en brut, donc on a simplifié pour que tout le monde ait le même montant. Donc personne ne perd, certains vont gagner même un petit peu plus. Que sur l'impact concernant le 0,12, il est faible, parce que si on raisonne en année plein, on était sur notre prime autour de
que je dis pas de bêtises, 90 300 euros. Et si on fait un prévisionnel en 2026, on serait à 101 887 euros, soit 11 000 de plus. Mais ça, c'est si on a effectif constant, maximum, sans aucun arrêt de travail, aucune absence. Or, par exemple, notre 5e policier municipal, d'accord, on a du mal à le recruter puisqu'on a un autre qui est parti et donc chaque fois vous avez 2 mois de vide, ce qui fait que ça compte pas à ce niveau-là en totalité, quoi. Donc globalement, ça c'est en théorie si on est effectif plein et qu'on a 0 absent. Mais d'une année sur l'autre, vous avez forcément des absents, des personnes qui partent, des personnes qui arrivent, on n'arrive pas à les embaucher à la date qu'on souhaite. Donc ça sera jamais cette partie-là. Mais si on est en année pleine, on est sur 10 000 euros. Et puis vous redire, pour conclure, parce que c'est important, que c'était possible, parce que nous n'avions pas mis les montants maximum du régime indemnitaire, ce qui nous permet effectivement de pouvoir intégrer cette fourchette et cette prime exceptionnelle. Voilà, sans être trop technique et sans vous lire toute la délibération, ce que je pouvais vous dire sur cette proposition de retoucher le régime indemnitaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Christophe Vignon. Oui, donc il est demandé au Conseil de revoir les plafonds. Vous avez expliqué qu'ils avaient été modifiés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire précisément comment ça a été fait? Parce que les sommes qu'on a, donc, ce n'étaient pas celles qui étaient avant. Donc, comment vous avez fait pour les modifier? Plus 1820. Ça, vous avez, en arrondissant plus ou moins. Oui, Mais en c'est ça. fait, Vous avez si pris les sommes existantes. Oui, Et si vous vous avez voyez la comparaison, donc la dernière délibération du régime indemnitaire correspond à la délibération du 26 décembre 2024, puisqu'elle avait fait l'objet d'une refonte intégrale. Vous avez déjà sur cette délibération 2 colonnes, un montant annuel plafond IFSE brut, et donc globalement, pour passer de l'ancienne délibération à la nouvelle, vous faites plus 1820 et vous arrondissez, puisque vous voyez bien qu'on n'a pas fait d'euros près. Les montants plafonds CIA, par contre, sont restés à 250 euros sur l'ancienne délibération et il n'y a pas eu de modification sur la nouvelle. Et donc, l'ensemble des groupes de fonctions étaient retouchés de la même façon avec l'arrondi. Sachant que, pour être complète, ils sont inférieurs au décret en ce qui concerne le RIFSEP. La seule limite qu'il existe pour une collectivité, c'est d'être inférieur au plafond national du décret des agents de l'État. On ne mentionne pas. Sur le groupe A1, c'est 36 000. Après, je ne connais pas le détail sur tous les groupes de fonctions, mais voilà. C'est la seule limite qu'on ait au niveau de l'approbation du conseil municipal. Merci pour ces précisions. D'autres questions? Alors, c'est vrai que ces délibérations-là sont plus administratives, techniques. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Nous allons faire la même chose en point numéro 4 sur l'indemnité spéciale de fonction pour la police municipale. Alors, pour ceux qui sont dans le public, j'ai parlé tout à l'heure de IFSE, et là, ils ont fait ISFE. Voilà. Et qui permet de distinguer celle de la police municipale des autres. Vous avouez que si vous me dites que c'est subtil, je ne peux pas le nier. Simplement, donc c'est la même chose, hein, on reprend le même corps, on réexplique qu'on annule et qu'on remplace. Tout ce que j'ai dit est valable, notamment par le fait qu'on n'avait pas mis les montants maximum à nos agents. Et ce qui est bien, parce que là, pour le coup, les plafonds, on n'a pas le choix, ils sont nationaux. Et je l'avais déjà évoqué dans plusieurs conseils, si vous avez suivi les différentes discussions qu'on avait. L'énorme avantage, c'est que par contre, maintenant, un policier municipal, quelle que soit sa commune, au maximum, il est partout pareil en France. Voilà. Il n'y a pas une surenchère d'un endroit à l'autre. Voilà. Et que les communes qui auraient voulu tout de suite aller au max, eh bien, ça veut dire qu'en clair, si vous étiez au max sur la police municipale, vous ne pouvez pas lui réintégrer sa prime de fin d'année parce que vous êtes au max. Donc, il y a des communes qui galèrent parce que c'est une perte d'avantage pour l'agent
Parce qu'en étant au maximum, eh bien, en fait, il ne peut pas toucher, enfin, vous ne pouvez pas lui monter son montant. Donc, c'est coincé. Là aussi, pareil, les montants étaient... Je vous laisse préciser, les montants sont les mêmes. Oui. D'accord? Mais nous, ça rentre, avec les 1820, ça rentre dedans. Je vous laisse peut-être compléter sur la partie technique. Alors, pour compléter, peut-être on ne l'a pas précisé, mais en tout cas, les 3 délibérations ont fait l'objet d'une présentation en CST, donc en Conseil Comité Social Territorial, avec une approbation à l'unanimité par les deux collèges, collège du personnel et collège employeur. Donc ça veut dire rencontre avec le personnel, hein, les délégués de personnel. Sur la délibération de la police municipale, la particularité, c'est qu'on est venu, donc, on l'a dit, pour les agents de droit commun, intégrer, transposer la prime de fin d'année dans le RIFSEP sur ce qu'on appelle l'IFSE. Sur la police municipale, on vient procéder à une intégration dans la part variable. Donc la délibération, elle change pas sur ses composantes. Les pourcentages de parts fixes restent identiques, ils sont fixés au maximum par un décret. Sur la part variable, on vient intégrer, c'est ça la modification, une part variable pour 1 tiers en juin, 2 tiers en novembre, appelé complément, c'est ce qui correspond à la transposition de la prime de fin d'année, ce qui ne figurait pas dans la délibération qui avait été aussi présentée en séance du 10 décembre 2024. On mentionne de la même manière les bénéficiaires, les modalités de versement. On vient ajouter effectivement la part variable et par contre la part variable là, à l'inverse du RIFSEP pour l'ensemble des agents de droit commun, on n'a pas modifié les plafonds puisque les plafonds qui ont été mentionnés dans la délibération initiale sont déjà ceux du décret national. Et autant pour le RIFSEP, on avait des agents qui, lors de l'intégration de la prime de fin d'année, arrivaient en limite de plafond, autant sur la PM, ce n'est pas le cas. Et monsieur le maire l'a dit, de toute façon, on a la chance au niveau de la collectivité de ne pas avoir déjà atteint les parts variables fixées par décret, puisqu'on n'aurait pas pu intégrer de prime de fin d'année supplémentaire. Donc en tout cas, là, ces montants-là, à l'inverse de la précédente délibération, ils n'ont pas été retouchés. Par contre, on est bien venu préciser qu'il allait avoir des compléments annuels. Pour le reste, la délibération est identique, notamment ce qui concerne l'incidence des absences sur les versements des primes, puisque on dit que les primes, c'est valable pour le RIFSEP, c'est valable aussi pour cette prime-là de l'APM, suit le traitement de l'agent. Donc dès lors qu'on a des absences des agents supérieures à 90 jours consécutifs, les agents passent ce qu'on appelle en demi-traitement. Et donc, on vient retirer une partie du salaire et retirer une partie des primes. Donc, on vient dire qu'effectivement, on suit le sort du traitement. Pas d'autres remarques par rapport à cette délibération qui correspond quasiment en tout point à la précédente, simplement on vient préciser le complément. Est-ce qu'il y aura une incidence financière? À l'exception de ce qui a été mentionné par monsieur le maire, la différence entre le brut et le net, puisqu'en fait, avant, on calculait le même net et on reconstituait les bruts, ce qui faisait faire beaucoup de calculs. Là, on fixe le même brut pour tout le monde, donc ça va introduire de légères différences pour les nets des agents. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de perte, puisqu'on s'est basé sur le brut le plus élevé. Donc, on a des agents qui vont gagner un petit peu en net, d'autres qui vont être au même niveau, mais il n'y a aucune perte. On a fait de telle sorte qu'il y ait 0, C'est à la marge. voire un peu plus en fonction de leur manière d'avoir des cotisations salariales. D'autres questions? Madame Manière. Juste de manière technique, là, pour comprendre. Donc, sur la partie la délibération d'avant, sur la manière dont sont fixés les plafonds, en fait, ils sont ajustés à la réalité. Oui. Je vous laisse poursuivre. En fait, ma question, c'est pourquoi est-ce que pour une partie des agents, les plafonds sont fixés au maximum et ce n'est pas le cas pour les autres? Finalement, pourquoi est-ce que on peut faire évoluer ceci? Et du coup, pourquoi on les fait évoluer? Et pourquoi est-ce qu'on ne se met pas au maximum, sachant que la réalité de ce qui est perçu, c'est pas le plafond, on est d'accord?
Donc pourquoi en fait aujourd'hui dans les délibérations, pourquoi le choix en fait a été fait de ces plafonds et pourquoi est-ce qu'on n'est pas comme sur le cas de la police municipale au plafond maximum autorisé? Vous me permettez de répondre? Si je vous prends le cas, je vais prendre celui-là parce que vous avez votre montant, hein, voilà, qui est à 20 000 et le plafond il est à 36 000. Si vous affichez le max sur tout le monde, dans toutes les catégories, vous aurez forcément des négociations et des discussions qui va être, parce qu'il est logique que l'agent essaie de demander d'avoir le max. Donc je veux pas qu'on aille là-dedans parce que ça laisserait entendre que on peut monter au maximum, quoi. Puis on a des très gros différentiels par rapport à la... Et on est très loin de la fonction d'État. Donc, c'est-à-dire que si demain je mettais 36 000 ici, là ça concerne une personne. Mais si demain vous êtes sur une catégorie C où vous avez 20 ou 30 agents, si vous la loi vous permet de monter un peu plus, je dis n'importe quoi, de 5 000, ben ça vous met 100 000 de plus, et c'est juste pas possible. Donc en tout cas, on a nous une logique de maîtrise de notre dépense de personnel qui est de 0,12, sur lequel il faut avoir une masse salariale, il ne faut pas aller promettre aux gens des choses qu'on n'est pas capable de faire. Enfin, en tout cas, moi, la proposition que je fais, c'est de je ne vais pas au maximum, parce que si un jour quelqu'un arrivait ici, je ne saurais pas l'accueillir. Et je préfère en amont, quand il arrive d'une autre collectivité où il a des régimes indemnitaires plus forts, de lui dire, nous, on ne sait pas s'aligner à la Côte-Saint-André sur ces prix-là. Voilà pourquoi on a fait le choix de ne pas aller sur les maximums. Nous, on l'entend. Je peux vous dire que quand on est en entretien d'évaluation annuel, expliquer à l'agent qu'il est pas au maximum, c'est jamais simple. Et c'est sur la Côte-Saint-André plus de 70 fois, pas simple. Voilà pourquoi ce parti pris. D'autres questions? Ouais, Oui. juste en termes de... Là, je ne parle pas dans le cadre d'une négociation sur des postes existants, mais en termes de recrutement, c'est un élément qui est... je ne suis pas dans la fonction publique, donc c'est un élément qui est regardé. Quel est le plafond dans la collectivité? Parce que du coup, potentiellement, c'est une marge de négociation par rapport à là où on démarre et là où on peut aller. Donc ça veut dire que c'est un levier quand même pour la collectivité en termes d'attractivité pour le recrutement. Puisqu'à l'inverse du traitement indiciaire brut qui est fixé alors pour un agent titulaire de la fonction publique qui suit sa carrière, où là il n'y a pas de discussion au niveau national, vous êtes tel grade, telle catégorie, vous changez de collectivité, de toute façon ça suit, ça il y a une obligation. Sur les régimes indemnitaires, les collectivités vont avoir des stratégies qui sont différentes dans le cadre d'un encadrement national, mais sur une collectivité comme la nôtre, il y a peu de collectivités qui sont au plafond nationaux, forcément pour des questions de maîtrise budgétaire. Par contre, c'est un élément de négociation salariale très clair lors des entretiens de recrutement, où on vient fixer le maximum, et en général, il y a une négociation qui s'engage, puisqu'on regarde à peu près à poste équivalent combien nos agents dans la collectivité ont, puisque l'idée c'est de garantir quand même une équité de traitement et un regard au global. Et ensuite on vient engager une négociation avec l'agent en fonction de là d'où il vient et quel régime il avait antérieurement, et puis il y a des négociations salariales qui s'engagent. Mais c'est très clairement un levier fort dans les recrutements qui borde et qui fait que certains recrutements aboutissent ou pas. Et après, pour compléter les propos de Monsieur le maire sur le choix stratégique, sur pourquoi on n'a pas mis le plafond, c'est que là, par exemple, on l'a évoqué, il y a un fort décalage entre les plafonds nationaux et les plafonds qui ont été déterminés par la collectivité. Sur le RIFSEP, sur la police municipale, c'est beaucoup moins vrai. En fait, il y a moins d'écart entre le décret et les régimes dont bénéficiaient nos agents. Donc, on avait laissé toute la latitude lors de la transposition des anciens systèmes de primes au nouveau régime indemnitaire de la police municipale. Comme on avait quand même beaucoup de complexité pour transposer, on avait fait le choix d'appliquer le décret, sachant qu'on n'était pas très loin, de manière à avoir le maximum de souplesse sur la transposition. Mais là encore, on n'avait pas revalorisé, on avait simplement transposé. Si vous me permettez, je vais quand même compléter parce que on a géré un ensemble d'agents. Donc, on ne peut pas être sur du cas par cas.
Donc là, on a une directrice générale des services, mais on a plusieurs agents, si vous mettez sur une catégorie C par exemple, voilà, des agents d'exécution, on en a plusieurs. Et vous savez fort bien que les gens ils discutent entre eux. Donc il y a aussi une cohésion à avoir dans l'équipe et dans les agents de même niveau. Parce que si vous en montez un et si vous recrutez quelqu'un à un niveau très haut, à juste titre, la personne va vous dire mais moi là je suis là depuis 10 ans et je touche moins que la personne qui arrive. C'est une vraie difficulté d'ailleurs. Et nous on y est très prudents et on a préféré à des moments renoncer à des recrutements que de prendre des agents qui allaient nous perturber le système parce que la personne, et ça vous pouvez en discuter avec pas mal de gens qui sont dans la fonction publique, notamment dans les catégories C, qui sont là depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui n'arrivent pas à avancer. Et le jeune qu'on vient de recruter, eh bien lui, il est plus haut parce qu'on veut l'attirer et la personne ne comprend pas qu'il est presque le même niveau de rémunération. Donc il y a véritablement une cohésion à avoir et une harmonisation qui fait que c'est pas si simple. Alors, de ce qu'a dit la directrice, dire aussi que c'est pas non plus le seul élément, puisqu'aujourd'hui on a des agents qui acceptent de venir chez nous en touchant moins, mais leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes. Je vous prends juste, on est sur de la police municipale. Quand vous êtes sur des grandes communes, que vous travaillez le week-end, que vous travaillez la nuit, que vous venez sur la côte Saint-André et que vous avez qu'un samedi de temps en temps, et pas tous les samedis, pas tous les week-ends et pas les nuits, ben ils acceptent de gagner moins et de ne pas avoir des temps de travail de la même manière. Il y a un événement et un élément très fort à prendre aujourd'hui en recrutement, c'est la proximité par rapport domicile-travail. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont mobiles parce qu'ils veulent se rapprocher de chez eux. Et puis il y a d'autres éléments incitatifs et la discussion qu'on a ouverte depuis quelques temps avec le personnel, c'est la mise en place de tickets de restaurant, parce que ça, pour le coup, c'est un vrai pouvoir d'achat supplémentaire puisqu'on n'a pas de cotisation dessus. Et là, pour le coup, le maximum de ce qu'on donne à l'agent va à l'agent. Il n'y a pas de cotisation supplémentaire dessus. Donc c'est une discussion qu'on est en train d'avoir avec les agents. Ils ont fait un questionnaire auprès de leurs collègues. Ils sont d'accord sur le principe et maintenant, il faut qu'on détermine les modalités de mise en place. Je tenais à préciser ça parce qu'il n'y a pas que cette notion d'argent. D'autres questions? Donc, je soumets cette délibération concernant la police municipale. Qu'est-ce que je dis? Non, elle est bien la police municipale. Hein. Oui, pardon. C'est moi. Je suis assez content. Pardon. Très bien. Moi, je suis perturbée dans mon compte. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 5, donc c'est instauration de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves. Donc celle-là, ça a été la plus compliquée à mettre en place. C'est pour le personnel concernant le niveau artistique. Et donc nous, c'est pour l'enseignement artistique, pour être plus précis. Et ça concerne notre école de musique. Et donc là, il fallait instaurer quelque chose parce que c'était plus compliqué. Je vous laisse en donner les spécificités. Alors, sur les agents de la filière artistique, ça fait partie des rares filières de la fonction publique qui ne sont pas, à l'heure actuelle, soumis au RIFSEP. C'est-à-dire que c'est un régime qui n'a jamais été transposé, donc il ne bénéficie pas d'un régime indemnitaire, ce qui a posé des difficultés dans le cadre de la transposition des primes de fin d'année à ces agents-là. Donc la proposition qui est soumise au Conseil, c'est celle de l'instauration de la prime d'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, qui n'était pas en place sur la commune, qui vise à encadrer tout ce qui relève de l'accompagnement pédagogique des enseignants de l'école de musique. Donc on arrive via l'instauration de cette prime à transposer le montant de prime de fin d'année aux enseignants, sachant que généralement, à l'exception du directeur, ce ne sont pas des agents à temps plein, ce sont des petites quotités de temps de travail sur l'école de musique. La particularité sur cette délibération-là et sur la prime qui en découle, c'est que le versement, réglementairement, il ne peut se faire que mensuellement, et on ne peut pas avoir de système, un tiers au mois de juin, 2 tiers en novembre, comme c'est le cas pour les agents de droit commun et l'APM. C'est pas autorisé par la réglementation. Donc, les concernant, il y aura un prorata, il y aura un calcul qui se fera pour un temps plein. Donc, on a dit 1 820 € brut sur l'année. Le montant il sera divisé par 12.
les verser mensuellement. On aura un mécanisme de rattrapage des premiers mois de l'année, puisque là, on pourrait faire un versement qu'à partir du mois de mai, donc il faudra qu'on puisse couvrir les mois de janvier à avril pour l'année 2026. Donc, en clair, là, aucun agent de l'école de musique ne perdra sur sa prime 2026, même si on la verse qu'à partir d'avril, puisqu'on est obligé de la mensualiser. Des questions? Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Un grand merci à Madame la directrice, à Nadia sur le pôle RH, parce qu'il a fallu être inventive, de trouver des solutions. Et moi, je me réjouis qu'on puisse maintenir cette reconnaissance à notre personnel, ce qui n'était pas gagné au départ. Et de ce qu'on entendait à l'extérieur, c'était pour certains compliqué. Nous, eh bien, on avait une politique qui nous permettait de le faire et je vous en remercie. Point numéro 6, admission en non-valeur des titres irrécouvrables et créances éteintes pour l'exercice 2026. Alors, je vais en profiter puisqu'il y a des nouveaux élus. Donc, très important, quand on dit que c'est irrécouvrable, je vais y arriver, pardon, c'est parce que la situation du débiteur, c'est-à-dire la personne à qui on a émis un mandat, eh bien, il est insolvable, il est parti sans laisser d'adresse, on n'arrive pas à le retrouver. Bien entendu, il n'a pas payé, hein, voilà. Et l'ordonnateur nous dit, bah, écoutez, moi, le service général de compta nous dit, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'arrive pas à le retrouver, je sais pas où il est, et je peux pas poursuivre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des créances qui vont vous être proposées dessous, qui sont des admissions en non-valeur. C'est-à-dire qu'on considère qu'on abandonne notre dépense qu'on avait, pardon, pas notre dépense, notre recette, le titre de recette qu'on avait mis, c'était une dépense pour la personne, mais c'est une recette pour nous, excusez-moi. Nous, on l'abandonne, mais le trésorier, si à un moment donné la personne refait surface, eh bien, il peut à nouveau la solliciter. Et je peux vous dire qu'avec l'informatique, avant c'était pas le cas, mais avec l'informatique, il y a des personnes qui réapparaissent et sur lesquelles on retouche des recettes exceptionnelles puisqu'ils arrivent à les avoir. Il y a un maillage de fichiers entre les impôts, etc., qui nous permet de le faire. En tout cas, c'est pas nous, c'est le service général de compte. Et puis, il y a une deuxième partie, qui sont les créances éteintes. Alors là, pour le coup, on va l'arrêter définitivement, puisque très souvent, c'est soit, si c'était une entreprise, il y a une liquidation judiciaire, soit il y a eu, pour la personne, un surendettement et une décision d'effacement de la dette. Ce qui fait que là, pour le coup, c'est définitif et on ne peut pas revenir dessus. Le trésorier, il essaye de le faire sur plusieurs exercices. C'est pour ça que vous voyez apparaître des exercices sur le tableau à partir de 2020, voilà, et que sur 2025, à part un cas spécifique, on va y revenir tout à l'heure, à part ces cas-là, eh bien, le trésorier il poursuit encore du 2024-2025. Donc c'est pas parce qu'en 2024 on n'a rien eu, c'est parce qu'on essaye encore de poursuivre le recouvrement des recettes que l'on a émis. Donc sur ce tableau, vous voyez dans la cantine garderie du périscolaire différentes sommes pour 746 € de partie de créances non-valeur. En cantine, 7,27 €. Et puis sur la deuxième partie du tableau, sur la redevance d'occupation du domaine public, 548 €. Ça, c'est tout simplement parce que nous encaissons, suite au Covid et la proposition qu'avait faite à l'époque Sébastien Mettet pour aider les commerces à percevoir la redevance de terrasse a posteriori, eh bien là, c'est deux redevances qu'on n'a pas pu avoir, qui étaient Fleur de Café et la Mère Martin, puisqu'il y a eu un changement de société entre-temps, et Fleur de Café, malheureusement, à l'époque, c'est arrêté. Donc, c'est ce qui explique ces 548 € de droits de terrasse, 17,40 €. C'est une petite somme qui n'a pas été payée. Et puis, vous voyez que là, le trésorier, en dessous de 50 €, il n'y va pas. Voilà pourquoi on vous dit montant inférieur. Sur les mises en fourrière, vous voyez que les sommes sont importantes. Quand on est entre 217 et 218, c'est par véhicule. Ça dépend de ce qu'on fait ou pas sur le véhicule. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a des personnes qui laissent leur véhicule sur le domaine public
on l'évacue et qu'ils ne retournent pas le chercher. Donc en fait, ils ne nous payent pas, mais pour le coup, on détruit le véhicule. Mais c'est comme s'ils l'emmenaient à la casse. Hein. Il y en a qui connaissent un peu le système et qui sont là-dessus. Mais malheureusement, c'est comme ça, il y a destruction de véhicules. Il y en a pour 1 267 €. Ça peut paraître important, mais quand vous regardez le nombre que ça représente par année, ce qui est faible, eu égard au fait que ça permet d'avoir de la rotation de stationnement, je pense que c'est un mal pour un bien. Concernant les 541,50 € de divers, c'est tout simplement parce qu'en 2024, nous avons émis un titre à une entreprise qui s'appelle IP Environnement, qui avait une occupation du domaine public. Simplement, on n'a pas émis le titre sur le bon RIB. La personne ne a pas payé, le trésorier a été un peu plus long à le relancer. Quand on l'a aperçu, le RIB, il n'existe plus. Donc on s'en a aperçu fin 2025, mais le temps qu'on régularise, on ne peut pas retoucher les comptes de 2024. Donc on est obligé d'abandonner cette créance-là et on a refait, nous, un titre derrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en divers. Ce n'est pas un impayé, ça. C'est un problème comptable qui fait qu'on ne peut pas revenir sur un exercice de 2024. Vous verrez que par rapport à votre délibération, il faut simplement qu'on mette en phase la somme en haut, parce qu'on a un 9 qui est venu se rajouter, pas un 9 qu'on mange, hein, mais le chiffre 9, qui fait que c'est 3128, c'est pas 31 000 et quelques en haut là. Il faut monter tout. Oui, Voilà. il y a une faute de Il frappe. faut enlever le 9 là, qui vous fait en conformité avec en bas. Et puis ensuite, en créance éteinte, eh bien, vous voyez que ce sont des sommes exclusivement de cantine, garderie, sur des personnes qui n'arrivent pas à payer leurs frais de cantine, de garderie, de centre de loisirs, etc. Beaucoup de surendettement, les temps sont difficiles. Et là aussi, si on le ramène à ce qu'on leur facture, eh bien, le recouvrement est là, quoi. Voilà. Par contre, aujourd'hui, on a combien de pourcentage? Je n'ai pas retenu le chiffre. On a impayé. Ouais. Avant, donc au niveau des impayés, cantine, garderie, etc., avant recouvrement par le SGC, donc juste nous, quand on émet nos factures et nos relances, on est à 20% d'impayés à peu près sur nos factures. Et donc on les transmet derrière au SGC qui arrive à en recouvrer à peu près 15% d'entre elles. Sur les 20. Sur les 20. 15 des 20. Donc il nous reste à peu près 5% en général d'impayés au global sur les recettes liées à l'école. Voilà, donc ça veut dire que spontanément, 20% des gens ne payent pas leurs factures. Il faut qu'on les relance. Donc on est en train de réfléchir pour mettre en place un système de prépaiement pour éviter ça, parce que ça fait beaucoup de travail de relance. Voilà, donc il vous est proposé de mettre en admission non-valeur 3128,39 € et de considérer comme créance éteinte 875,30 €. Il y a des questions? Oui, Madame Mania. Du coup, c'est pas sur la délit, mais c'est sur les chiffres que vous annoncez. Et moi, ça m'interroge quand même quand je vois qu'il n'y a que 15% des 20% qui sont récupérés. Et surtout que ça veut dire qu'il y a 85%. Et est-ce que vous avez une analyse? Non. Bah, 85% des 20%. Non, non. Sur 20, il y en a Sur 20%, il y en a 15 pas finis par mal an. imprimé. Il y a 5% qui restent au final en impayé. Je me disais, il y a quand même un souci. Non. Ça se Non, non, sous-entend j'ai essayé de l'expliquer, mais je me suis mal exprimé. Non. Effectivement, il reste 5% d'impayés. En définitive, après toute poursuite, ça correspond à 5% d'impayés. Mais on est en dessous des 5% parce qu'ensuite on continue les poursuites. D'émission de titre de route. D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Nous avons fini l'ordre du jour. Je n'ai pas de rendu de délégation à vous faire parce que suite à l'installation du conseil, tout se met en place. J'ai simplement à vous dire en information diverses que nous nous retrouverons pour le prochain conseil municipal le mardi 16 juin.
Il est 19h20. Je vous propose de lever la séance et de vous souhaiter une bonne soirée. Merci en tout cas. Bonne soirée. Merci.